Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je reçois Benoît Desvaux, cofondateur et directeur général du groupe Hopscotch, troisième groupe français de conseil en communication, présent dans 40 pays avec 1000 collaborateurs. Au-delà d'être à la tête d'un acteur majeur du secteur, mon invité est avant tout un manager qui doit conjuguer vision stratégique, gestion d'équipe plurielle et maintien d'une culture d'entreprise forte. Comment réussit-il à piloter ce collectif tout en restant fidèle à ses valeurs et à son engagement? Benoît Desvaux nous raconte. Be Smart. Bonjour Benoît. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci d'avoir répondu présent. Benoît, l'histoire d'Hopscotch, c'est aussi celle d'une croissance impressionnante. Quand vous avez cofondé Hopscotch, vous étiez 4 à Saint-Ouen. Aujourd'hui, vous êtes 1000 dans 40 pays. Comment faites-vous pour garder une vision cohérente malgré ce niveau de croissance? Alors, on a mis du temps. On a mis du temps. Et notre vision, elle s'est clarifiée, elle s'est précisée en 93, quand on a associé notre agence d'événements, qu'on avait fondée à l'école avec Frédéric Bedin et 2 autres associés, dont mon frère. Et on a fusionné notre agence avec Prom 2000, qui était l'agence de Lionel Chouchan, une agence de relations publiques. Et on a eu l'idée de marier donc les métiers de l'événementiel et des relations publiques avec l'idée que l'événementiel permettait de créer des contenus pour se retrouver dans la presse à l'époque, sur Internet aujourd'hui, et que les RP pouvaient fédérer, faire vendre et permettre d'engager les publics derrière les projets d'entreprise. Et justement, vous êtes amené à fédérer des expertises différentes, vous le dites, RP, influence, événementiel, digital. Comment est-ce qu'on fait converger tous ces métiers ? C'est tout le sujet et un peu tout le sujet de cette émission. Et effectivement, depuis le début, on a créé des équipes qu'on a rassemblées au fur et à mesure des projets qu'on signait. Et ces équipes, on les a choisies avec l'idée, dès le départ, d'une certaine diversité de formation, de culture, diversité des personnes qui venaient d'horizons différents pour pouvoir bénéficier de réseaux, bénéficier de visions qui étaient intéressantes pour nous, pour créer une équipe capable de gérer tous les projets qu'on imaginait. Et vous parlez d'un groupe relationnel. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, notre groupe est effectivement... les sociétés, on dit souvent, on entend, c'est le dernier endroit où on fait société. C'est un lieu, justement, un nœud relationnel entre les équipes elles-mêmes, où on mélange les équipes d'événementiel, d'RP et du digital pour créer des modèles et des solutions de communication innovantes. Et c'est aussi un nœud relationnel avec tous nos partenaires, les journalistes, quand on fait des relations presse, les influenceurs, les fournisseurs, les lieux, les leaders d'opinion, les gouvernements. Donc nous sommes un nœud relationnel dont les clients bénéficient pour pouvoir eux-mêmes travailler leur capital relationnel. Vous êtes l'un des premiers à avoir engagé une stratégie RSE dans le secteur dès 2003. Pourquoi si tôt ? C'est à cause de Jacques Chirac. On organisait un sommet mondial de l'eau à Fontainebleau et j'étais au fond de la salle et j'ai écouté le discours de Jacques Chirac et tout ce qu'il a raconté en 98, c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui, avec l'IA et les data et Internet en moins, puisque ça n'existait pas encore. Et donc, très vite, je me suis dit que il y avait quand même un sujet pour nos métiers de l'événementiel, où il y a des avions, des transports, du matériel. Et assez vite, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, et pas tout seul. Donc, je suis allé voir mes amis du syndicat des agences événements, avec qui on était quasiment les précurseurs de notre métier, donc membres de ce syndicat. Et on a monté un collectif qui, derrière, a monté les chartes, a monté des formations. Rien n'existait, jusqu'à monter une norme
Oui. une norme ISO qui encadre nos métiers. Et comment est-ce que vous avez embarqué vos équipes? Est-ce qu'il y a eu des résistances en interne? Ça a commencé en 2003, donc on a mis le temps, mais petit à petit, il y a une collaboratrice très importante pour embarquer tout le monde qui est arrivée dans le groupe, qui est Isabelle Yoni, qui s'occupe de toute la performance globale du groupe. Et ça a été une des personnes très importantes pour embarquer tout le monde, ainsi qu'un certain nombre de personnes engagées qui, à l'époque, par exemple, râlaient quand il y avait des impressions, quand on faisait encore des photocopies pour présenter les projets, et qui allaient râler sur un collaborateur qui avait imprimé en 50 exemplaires une copie pour les mettre à la poubelle parce qu'il y avait 3 fautes d'orthographe, ou un collaborateur qui jetait des déchets dans la mauvaise poubelle. Et donc, c'est ces citoyens, collaborateurs engagés qui ont permis d'accélérer cette prise en compte des sujets RSE dans l'agence. Et donc, si vous avez été précurseur sur ces sujets-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes exemplaire. Alors, exemplaire, c'est difficile. En tout cas, l'équipe, on est effectivement très pointu. Et cette avance, cette expertise nous permet de gagner des gros marchés, notamment publics, mais même pour des grands groupes où aujourd'hui, le critère environnemental dans l'événementiel vraiment est une part importante de la note pour être choisi. Et toute la difficulté, c'est au moment même où on prend le brief, de comprendre les enjeux du client, de comprendre ces enjeux de son secteur, le brief, et bien de venir avec une réponse qui tient compte d'une idée qui est nouvelle, de solutions qui sont dans des budgets corrects, créatifs, qui va répondre au brief et en même temps qui impacte le moins possible l'environnement. Vous avez misé sur la co-construction lors de grandes transformations du groupe. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Parce qu'ici, on est concret. Alors, je vais vous donner un exemple concret. En fait, on était 4, vous l'avez dit au début, donc on a toujours eu cette idée de réfléchir en groupe au sujet, aux questions qui nous posaient. Et donc, quand ces solutions de co-construction sont devenues un peu plus organisées, un peu plus pratiques à utiliser, on a clairement utilisé ces méthodes pour concevoir les bureaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui à la Bourse. Donc on est en 2009-2010, on a intégré Public System, qui était l'ancien nom de l'agence, Hopscotch, une agence de RP, Even, et on rassemblait ces 3 agences dans des bureaux, et on a voulu créer un outil pour pouvoir se mettre au service des clients, donc justement créer les relations dont on parlait. Et on a choisi de se mettre en flex office. C'était un des premiers. On était une des premières organisations, entreprises à se mettre. À l'époque, vous vous inspiriez d'un modèle. Vous aviez vu ça ailleurs. On a regardé les 8 ou 9 boîtes à Paris qui étaient déjà organisées en mode flex office. On a tout mélangé pour créer notre modèle. Et donc, il n'y a pas de bureau fermé. Il y a des quartiers et tout le système est fait pour que les équipes se croisent, travaillent ensemble et justement mélangent les talents pour les mettre au service. Et donc avec des résultats escomptés. En aucun cas, ça a pu être un échec ou ça a pu ne pas fonctionner. Alors, je n'ai pas parlé de la co-construction, mais ça a été long de préparer les collaborateurs. Et dans les bureaux de Boulogne, de Levallois où on était avant, on avait cassé les cloisons comme on était avant, chacun dans notre petit bureau. On avait cassé les cloisons d'un étage, mis des grandes tables au milieu, et nous-mêmes, on s'était mis sur ces tables pour montrer qu'on pouvait travailler en dehors d'un espace fermé avec la photo de son chien et de sa copine. Et ça a fonctionné. Et donc, ça a fonctionné. Et on avait créé un petit espace avec des Legos où les équipes pouvaient créer, adapter les fonctionnements, comment les salles de réunion, combien de salles de réunion, quelle est la taille du casier personnel, le nombre d'étagères, tout, vous rentrez vraiment dans les détails, ce qui fait que le projet a été co-construit par l'ensemble des équipes. Et quand on est tous arrivés à Paris, il y a eu quelques petits couacs au début, mais ça fonctionne très bien. Pour la petite histoire, on a fait revenir un architecte 8 ans après, je ne sais plus, en lui disant, voilà, ta carte blanche pour repenser les bureaux, et on n'a rien changé. Donc le modèle est parfait. Est-ce que vous refusez des contrats pour des raisons éthiques ? On peut refuser des contrats puisque, en fait, la manière dont on travaille, c'est quand un dossier arrive, on va chercher la meilleure équipe. La meilleure équipe
avec évidemment les métiers qui sont attendus par le brief, le secteur d'activité ou le client. Donc et puis, on discute avec les équipes en fonction des plannings, et il peut y avoir des collaborateurs qui demandent à ne pas travailler sur tel ou tel sujet. C'est assez rare et c'est tout à fait compréhensible quand ça arrive. Comment on évite le greenwashing quand on est une agence ? Alors nous, on est plutôt, on est sur des sujets de communication où il y a beaucoup de relations, relations avec la presse, relations avec les collaborateurs, on est en direct. Donc, on n'a pas le filtre du média qui permet de projeter un message et puis de pas avoir justement de conversations qui permettent éventuellement de débloquer une incompréhension sur le message de l'entreprise. Donc, par nature, nos métiers nous permet d'éviter de tomber dans le greenwashing, mais ça nous arrive de conseiller les clients de ne pas communiquer, formuler un message de la manière dont ils nous proposent, de ne pas mettre trop l'accent sur tel ou tel sujet, avec le principe de se dire que ce serait trop... ça pourrait être qualifié de greenwashing, puisque pas assez stratégique par rapport aux grands enjeux de transformation de la planète. Vous êtes dans un secteur créatif avec beaucoup de talent. Comment est-ce qu'on manage des personnes très différentes, voire très indépendantes ? Ça, c'est depuis l'origine, en fait. On a appris ça. Donc, c'est effectivement... Qu'est-ce que vous avez appris à mesure C'est effectivement... Je me souviens toujours d'un chiffre, c'est que quand on était à Neuilly, on était 100 CDI. Et on faisait 1200 feuilles de paye. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de statut de travailleur indépendant, donc tout le monde était en CDD, si on ne les faisait pas travailler à l'année. Et dedans, il pouvait y avoir Gérard Rolls, un présentateur télé, un artiste de cirque, un pilote automobile. Donc, de tout temps, on a appris à gérer des gens très différents. Évidemment, on ne gère pas de la même manière un artiste, un sportif, un musicien. Donc, ça fait partie de notre savoir-faire. De créer les conditions où chaque personne... Donc c'est du cas par cas ? C'est du cas par cas. Chaque personne... alors déjà, avec les collaborateurs, c'est beaucoup de cas par cas. On est à la fois un collectif, donc on va gérer les choses et la culture d'entreprise de façon collective. Après, chaque collaborateur a sa singularité et donc il faut que le manager discute avec lui, l'écoute et définisse avec lui son parcours, les sujets sur lesquels il va travailler, les formations qu'il va prendre pour qu'il s'intègre bien dans le collectif et qu'en même temps, lui, construise son parcours personnel. Est-ce que vous diriez néanmoins qu'il y a un modèle managérial hopscotch ? Je ne sais pas. Ou est-ce que chaque manager compose à sa manière ? Il y a un modèle, certainement, il y a un modèle. Déjà, le premier sujet, c'est le sujet diversité, j'en ai parlé. Ça fait partie dans notre modèle d'accueillir le maximum de gens différents. Le deuxième... Et comment vous faites ? Comment vous y prenez concrètement ? Non, mais parce qu'il y a un monde entre le dire et afficher une démarche et l'appliquer. Il y a l'état d'esprit. Je me rappelle que le 4e ou 5e collaborateur, avec Frédéric, on ne l'a pas embauché parce qu'on trouvait qu'il était exactement pareil qu'un collaborateur qu'on avait déjà. Ils avaient fait à peu près la même école, ils allaient en vacances à peu près au même endroit. On se dit, ils vont devenir copains, ils sont trop pareils, on va prendre une personne différente, qui a des réseaux différents et tout ça. Ça, c'est l'histoire. Et aujourd'hui, c'est un état d'esprit partagé par la plupart des patrons de l'agence. Et puis, pour les personnes qui sont écartées de l'emploi par leur handicap ou par d'autres situations, là, on a une politique qui a été mise en place par Marine Bourgard, notre DRH, qui est très ambitieuse, avec des partenariats avec des associations, avec des corners qui sont présentés en interne pour présenter des collaborateurs, avec des stagiaires handicapés qu'on peut accueillir. Voilà, donc il y a une organisation plus structurée aujourd'hui. Sur votre cheminement à vous, est-ce qu'il vous arrive encore de douter ? Il faut douter. Moi, je pense qu'il faut douter tout le temps. Et quand on est trop sûr de soi, c'est là où il peut arriver des catastrophes. Et c'est vrai pour beaucoup de choses, que ce soit en général... Ça, c'est votre expérience qui vous le dit ? Ça, c'est mon expérience qui me le dit et mon constat où j'ai pu voir des gens qui doutaient pas assez. Et
Voilà, donc il faut douter à la fois pour piloter l'entreprise et même pour piloter chaque projet. Il faut en permanence se dire ça fait 4 fois, 5 fois, 10 fois quand je fais la même opération, qu'est-ce qui va se passer, quel est le petit Et comment accident. on les gère, ces phases de doute, quand on est directeur général? On les partage. Alors on les partage déjà parce qu'on était 4 associés. Oui. On les a beaucoup partagés. Avec nos pairs. Je vous disais tout à l'heure, on était au sein de l'association des organisateurs d'événements, on est au sein des agences de com, on est au sein de Croissance Plus aussi. À chaque fois, on trouve des patrons qui ont pu avoir des doutes, qui bloquent sur tel ou tel sujet. Et c'est en discutant avec eux qu'on va trouver des solutions et qu'on va s'enrichir, qu'on va devenir meilleur. Et puis, nous, on conseille à toutes nos équipes de jamais travailler seul, de toujours travailler en collectif, de toujours même vérifier une lettre qui part à un client, il faut toujours la faire relire. Évidemment, les devis, les projets. Personne ne peut travailler tout seul dans son coin en étant sérieux, et c'est le collectif qui permet... Oui, encore moins dans votre secteur. Et encore moins dans notre secteur. Et c'est le collectif qui permet et l'esprit de co-construction d'effacer les doutes et de faire ce que toute notre vie on a fait des choses qui n'avaient jamais été faites. C'est le principe de notre métier, sinon c'est pas événementiel, sinon ça n'intéresse pas des influenceurs ou des journalistes si on vient les voir avec la même histoire. Donc c'est le sujet de toujours faire des choses qui n'ont jamais été faites. Et après tout ce temps, qu'est-ce qui reste difficile de votre fonction de directeur général en termes de management? Est-ce que vous éprouvez encore des difficultés ou est-ce que maintenant tout est mécanique? Rien n'est mécanique, mais je ne sais pas si j'ai des difficultés, mais je regrette de ne pas pouvoir accompagner en proximité des collaborateurs comme j'ai pu le faire par le passé. Moins sur le terrain. Voilà, et c'est vrai que... Comment vous le compensez, ça? D'abord, j'accompagne quelques patrons d'agence, donc je suis toujours en contact avec... donc il y a un peu ce côté transmission, accompagnement, mais l'accompagnement des collaborateurs, même jeunes, c'est toujours intéressant parce que dans nos métiers, on a plein de talents différents qui peuvent être très littéraires, artistiques, organisationnels, logistiques. Et plusieurs fois, j'ai vu des collaborateurs qui étaient dans l'événementiel ou dans l'ERP ou dans la communication social média parce que c'est des sujets qui les intéressaient, mais qui n'étaient pas forcément au bon endroit. Et d'arriver à convaincre un collaborateur de changer un peu le parcours qu'il imaginait, et quand il revient vous voir 2 ans, 3 ans après et qu'il vous remercie, ça c'est vraiment gratifiant. Satisfaisant. Est-ce que vous avez eu un mentor ou avez toujours un mentor? Justement, cette personne qui pourrait vous aiguiller quand vous doutez. Pas vraiment eu de mentor. Alors, Lionel Chouchan, quand on s'est associé avec lui, il a 30 ans de plus que nous, donc c'était une forme de mentor. En tout cas, nous, on venait de l'événementiel, lui des RP, donc il nous a appris les métiers des relations publiques. Ça, c'était une forme de mentor. Mais on n'a pas eu de patron type ou de personne qu'on a suivi. Encore une fois, comme on était 4, on s'est... il y avait quelque chose de rassurant aussi. Comment est-ce que vous gérez votre propre charge mentale? Je débranche tout ce qui concerne le bureau quand je le quitte. C'est pas toujours ce que dit ma femme, mais j'essaye quand même de bien cloisonner. Ça, c'est possible. De bien cloisonner tout ce qui est... En tout cas, il y a quelque chose que je fais, ça c'est sûr. Je ne raconte pas à ma femme tout ce que j'ai fait dans la journée ou à mes copains. Il y a vraiment l'espace bureau et l'espace familial et copains. Et j'essaye de bien cloisonner pour essayer de gérer cette difficulté actuelle aujourd'hui de la gestion entre le temps perso et le temps professionnel, qui est compliqué. Alors à côté de ça, moi j'adore ce que je fais, j'adore mon métier et donc c'est difficile de pas être un peu impliqué, quoi. Et en termes de management, toujours, est-ce qu'il y a une erreur que vous avez pu commettre et qui vous a particulièrement marqué, qui résonne encore aujourd'hui? Les erreurs, j'oublie. On les a en mémoire parce que inconsciemment on essaye de pas les reproduire. Oui, il y a des erreurs. Ou un retour marquant d'un collaborateur, peut-être. J'ai une erreur. C'est pour monter une équipe, donc la manager, il faut prendre le temps. C'est une personne, une deuxième personne, une troisième personne. Chaque personne se coopte, même s'il y en a une quatrième qui est bien, elle n'est pas acceptée par le collectif, elle s'en va. Et c'est comme ça que les équipes fortes se constituent. Et l'erreur qu'on a déjà fait et que j'ai déjà faite, c'est d'embaucher le meilleur d'un sujet. On avait monté une agence marketing
il y a 20 ans, on avait pris un meilleur DA, meilleur DC, meilleur commercial, le meilleur planeur stratégique. On avait embauché 12 personnes et ça n'a jamais marché. Parce que les 12 personnes n'ont jamais réussi à travailler ensemble. Et vous prenez C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes allé trop vite dans le recrutement? Voilà, il faut le faire petit à petit et ça ne sert à rien de prendre... Avec l'aval des autres collaborateurs concernés? Voilà, il faut que les gens se cooptent entre eux, s'acceptent. Et c'est ça et la valeur d'une équipe, justement, c'est qu'il y ait une équipe, c'est qu'il y ait un collectif, c'est qu'il y ait des gens qui travaillent ensemble, qui se connaissent, qui connaissent les forces et les faiblesses, qui connaissent et qui ont envie de travailler ensemble. Et ça se décrète pas d'un coup en prenant 12 personnes, les meilleures de leur secteur, mais ça se construit dans le temps. S'agissant de vos talents, est-ce que vous sentez émerger de nouvelles attentes chez eux? Qu'est-ce que vous observez au fil des années depuis la création d'Hopscotch? Chez les jeunes, là, aujourd'hui, oui, ils ne sont pas tout à fait pareils. Hein. Ils ne sont pas tout à fait pareils. Il y a les sujets de... bon, c'est un peu bateau, on l'entend tout le temps, mais je crois qu'il y a le sujet du sens. Les jeunes, mais en termes de quoi? D'impact, de reconnaissance, de liberté qu'est-ce que vous entendez par sens? Pour le travail qu'ils vont faire. Donc, qu'ils comprennent... alors ça, c'est l'avantage de nos métiers. On est beaucoup en management de projet, donc on va séquencer les équipes, on va vite voir de quoi on est responsable. Après, je crois qu'il y a le projet de l'entreprise elle-même. Est-ce que l'entreprise a une dimension un peu sociétale, s'intéresse intègre les enjeux environnementaux, sociétaux? Ça, c'est quelque chose qui... Donc ça vous oblige. Voilà, et la diversité, ça fait partie des attentes. Voilà. Après, il y a une étude il y a deux études dont je peux parler. La première, c'est, je ne sais pas qui a fait l'étude, mais le résultat est intéressant. Il y a 20% des jeunes, aujourd'hui qui veulent être managers. Donc c'est pas assez. Donc c'est plutôt moins qu'avant. C'est pas bon. Il y a 20% des gens. Et à votre avis, pourquoi c'est... Je ne sais pas. C'est un chiffre que j'ai vu. Ouais. Et l'autre donnée, c'est avec la Chambre de commerce, on a fait une étude pendant la REF, l'université d'été du MEDEF de l'année dernière. Et cette étude a dévoilé que les collaborateurs, ils avaient envie que leur chef, pour près de 60%, soit bienveillant. Et ils n'attendent pas un leader, ils n'attendent pas quelqu'un d'autoritaire. Ils veulent quelqu'un qui se mette à leur écoute, qui prennent en compte leurs considérations, leurs projets. Je pense que c'est ça la vraie... Mais donc, est-ce que ce sont des choses qui vous ont suffisamment inspiré pour insuffler des choses en interne? Est-ce que vous êtes plus vigilant? On vient de faire une enquête Great Place to Work, et justement pour être vigilant et être bien conscient. Alors, parce que nous, on est un collectif de, vous l'avez dit, de 1000 personnes, mais il y a plusieurs... C'est-à-dire que c'est des questionnaires que vous avez fait circuler en interne? Oui, Great Place to Work, c'est un questionnaire qui est administré à tous les collaborateurs. Il y en a 84% qui ont répondu, donc c'est plutôt un succès. Et de façon globale, on est plutôt beaucoup mieux noté que la moyenne nationale. Et après, chaque patron d'agence a son questionnaire de ses équipes et va donc travailler, pour répondre à votre question, sur des sujets. Les uns trouvent que le patron ne communique pas assez, l'autre trouve que... Il n'y a pas de grands axes pour l'instant qui les grands axes sont plutôt positifs. Ils reconnaissent la diversité du groupe, la capacité d'accueil, donc on en parle beaucoup. Ils reconnaissent... Par diversité, vous entendez aussi pas forcément prendre que des gens de grandes écoles ou... Oui, et puis du handicap, différents, et puis, j'ai perdu mon fil là. Oui, non, c'était ce qui émergeait parmi les feedbacks de vos salariés. Quelle est la place de, comment le formuler, l'apprentissage continu chez vos salariés? Est-ce qu'il y a une possibilité d'évoluer, de passer d'un poste à un autre? Est-ce que vous les sondez sur leurs attentes, leur volonté d'être formés peut-être? Alors, il y a effectivement un grand programme de formation qui est en place pour justement... et accompagner nos collaborateurs dans leur parcours personnel. Et donc, il y a à la fois des formations très pratiques sur le métier, la sécurité pour les métiers de l'événementiel, comment on intègre les enjeux environnementaux dans les sites internet ou les campagnes digitales. Tout ça, c'est des modules qu'on fait nous-mêmes.
parce que souvent, ils n'existent pas. Et il y a tout un parcours, là, on passe avec un partenaire sur le management, pour les managers intermédiaires, pour leur donner justement les clés pour arriver à intégrer les particularités des jeunes qui arrivent. Et on avait même créé, en 2010, au moment de la fusion de toutes les agences, comme il y avait des méconnaissances des métiers des RP pour les uns, de l'événementiel pour les autres, on avait créé un grand programme sur 2 ans où près de 300 personnes sont passées pour former à tous les métiers du groupe. Et c'était avec l'idée d'accélérer. Ça s'applique encore ? On avait fait ça à l'époque parce qu'on avait trouvé un partenaire qui s'appelait Abilways. Ouais. On avait même fait certifier ce Master 1 de relations publiques et digital, je ne sais plus comment. Donc chaque partie prenante s'est essayée à un autre métier. Voilà, tout le monde passait dans un même parcours. Ouais. Alors ceux qui étaient dans l'événementiel, et quand c'était le parcours événementiel, c'était plus facile, et pareil pour les autres. Et tout le monde a eu ce parcours. Et malheureusement, ça ne s'est pas prolongé parce que le partenaire n'a pas trouvé le modèle financier pour Malgré tout, ça a été concluant. Qu'est-ce que vous en avez tiré Je pense que ça a fait partie, avec ces nouveaux bureaux, cette nouvelle organisation, notre nouvelle feuille de route stratégique et ce programme de formation, ça a permis de passer une étape sur cette capacité à faire travailler les gens ensemble, donner envie aux collaborateurs de travailler avec des collaborateurs d'autres métiers, de se mettre à la place de l'autre de se mettre à la place des autres, voire de postuler pour prendre une place dans une autre. Vous pensez que ce serait un bon outil en termes de gestion de crise, peut-être, de compréhension des enjeux de chaque partie prenante? C'est clair, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que pour répondre, pour gérer une com de crise, on peut avoir besoin d'affaires publiques, de relations presse, de communication digitale, de réseaux sociaux, de community manager, de veille, et pourquoi pas de créer un événement. Et donc, pour ce type de campagne, on peut mélanger tous les métiers. Et donc, c'est clair que c'est important que chaque collaborateur ait un peu connaisse les métiers des autres. Et puis, on a travaillé sur des méthodes communes. Dernière question, Benoît. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui prend aujourd'hui un poste de direction, quel serait-il ? Un conseil, je dirais que c'est écouter. C'est écouter ses collaborateurs, écouter ses clients, écouter pour ne pas prendre des décisions, partager avec d'autres, écouter ses concurrents même, pour prendre des décisions en ayant une vision assez large et dépasser des convictions personnelles qui parfois vous conduisent à aller trop vite au mauvais endroit. On revient au doute. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Alix. Benoît Deveau, directeur général du groupe Hopscotch. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.